Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en déplacement en France. Il prend part à la célébration des 75 ans de l'UNESCO et au Forum de Paris sur la paix. En marge de ces événements, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec la première ministre de Tunisie. Ils ont évoqué le renforcement des relations de coopération entre leurs pays. Paris vient d'accueillir une réunion sur l'école au siège de l'UNESCO. Comment relancer l'éducation après la pandémie de Covid-19? Le président Alassane Ouattara a partagé un message vidéo. Tous les participants appellent à renforcer les moyens d'investissement pour sauver l'école, moteur de développement. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi échange avec la jeunesse, échange franc et direct pour s'imprégner de leur réalité. L'emploi a été évoqué. Le chef du gouvernement leur a dévoilé les actions entreprises au sommet de l'État en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. La pandémie de Covid-19 a impacté plusieurs secteurs. Le monde continue de se battre contre ce virus mortel. L'agence européenne chargée des maladies tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète de la progression rapide du virus dans 10 pays européens, dont la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la France, où le président Alassane Ouattara séjourne en ce moment. Il prend part à la célébration des 75 ans de l'UNESCO et au Forum de Paris sur la paix. En marge de ces événements, le chef de l'État s'est entretenu avec la première ministre de Tunisie. Ils ont évoqué le renforcement des relations de coopération entre leurs pays. Nous écoutons la réaction de la première ministre tunisienne à l'issue de ces échanges. Monsieur le Président, je voulais vous dire combien les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie sont cordiales, tenues, fortes. Et je vous ai transmis lors de notre entretien les salutations d'amitié de Monsieur le Président Kais Saied et de vous inviter encore une fois au sommet de la francophonie qui se tiendra au mois de novembre 2022 à Djerba. Et je sais que Djerba est une île qui vous tient véritablement à cœur, et également vous inviter au sommet de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra également au mois de septembre prochain. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour votre amitié, pour les instants très précieux. Nous avons parlé aussi de diplomatie économique, nous avons parlé d'opportunités dans le domaine pharmaceutique, mais également dans le domaine d'agroalimentaire, et de tout ce que nous allons faire ensemble pour booster des initiatives des jeunes Tunisiens et des jeunes Ivoiriens, et bien entendu tous les aspects sécuritaires qui nous lient. L'UNESCO a 75 ans d'existence. Le président ivoirien en déplacement en France prend part à la célébration de ce 75e anniversaire. À l'instar de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, l'UNESCO, institution des Nations Unies, aspire à construire la paix à travers la culture, la science et l'éducation. On reste à Paris qui vient d'accueillir une réunion sur l'école au siège de l'UNESCO. Le président ivoirien et son homologue français se sont exprimés, vous allez les écouter. Mais comment relancer l'éducation après la pandémie de Covid-19? Le président Ouattara a partagé un message vidéo et tous les participants appellent à renforcer les moyens d'investissement, à considérer l'éducation comme une priorité et un investissement d'avenir. Walter Amadou Ouattara depuis Paris. À ce panel de haut niveau, présidé par la directrice générale de l'UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est prononcée sur la relance de l'école suite aux perturbations du système scolaire par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous réaffirmons l'engagement de la Côte d'Ivoire et de notre gouvernement à œuvrer pour accélérer l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 de l'agenda mondial 2030 après cette crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. Notre volonté d'assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est manifestement exprimée dans l'appellation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du gouvernement du Premier ministre Patrick Achi. Des idées soutenues par la directrice générale de l'UNESCO. Nous devons aussi réinventer notre
travailler ensemble, États membres, organisations internationales, régionales, société civile, communautés éducatives. C'est dans cette optique que je me réjouis que le G20, dans sa dernière déclaration, accorde une place toute particulière à l'éducation, en appelant à renforcer la coopération mondiale pour ce droit humain fondamental qui soutient tous les autres. Ce segment de haut niveau de la réunion mondiale sur l'éducation pour susciter un élan politique mondial par un impératif d'investissement a bénéficié de la participation de plusieurs chefs d'État en présentiel comme en intervention vidéo. Retour sur les temps forts des discours des présidents de la République de France et de la République de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire voudrait pouvoir compter sur la solidarité internationale pour l'accompagner dans la réalisation des objectifs de développement durable. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, je soutiens l'appel de la déclaration de Paris à investir dans l'éducation pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Consacrer au moins 4 à 6% du produit intérieur brut à l'éducation. Consacrer une part plus significative des plans de relance nationaux à l'éducation. Augmenter le volume, la prévisibilité et l'efficacité de l'aide internationale à l'éducation, pour ainsi forger un droit à l'éducation de qualité pour chaque enfant et consacrer l'éducation en tant que bien public et commun. Derrière ces principes, ce sont donc des réalités qu'il faut mettre, des engagements budgétaires et des choix clairs dans chacun de nos pays, mais aussi pour mieux structurer notre aide publique au développement, notre investissement solidaire. Cette réunion mondiale, co-organisée par l'UNESCO et le gouvernement de la France, a eu pour thème « Investir maintenant pour la reprise et le futur de l'éducation ». Et il n'y a pas que l'école. La pandémie de Covid-19 impacte plusieurs secteurs. Le monde continue de se battre contre ce virus mortel. Assurément, l'humanité vaincra ce virus qui continue de se propager et les chiffres nous interpellent. Ce vendredi 12 novembre, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 10 nouveaux cas, 22 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 12 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 496 cas confirmés, 60 353 personnes guéries, 700 décès au total, 443 cas actifs. Et au 11 novembre 2021, 3 737 506 doses de vaccins ont été administrées. Et nous, on continue de respecter les gestes barrières et surtout faisons-nous vacciner. L'Agence européenne chargée des maladies tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète de la progression rapide du coronavirus dans l'Est et le Sud-Est de l'Europe. 10 pays européens, dont la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, sont dans une situation très inquiétante. Hausse rapide des cas, les hôpitaux saturent, le taux de mortalité continue de grimper. Plusieurs pays européens affrontent déjà la 5e vague. Ici en Côte d'Ivoire, dans le respect des gestes barrières contre cette pandémie de Covid-19, le Premier ministre Patrick Kachi échange avec la jeunesse, échange franc et direct pour s'imprégner de leur réalité. Les préoccupations, attentes des jeunes ont été exprimées, notamment l'emploi, et vous le savez, le chef du gouvernement leur a dévoilé les actions entreprises au sommet de l'État pour régler cette question. Alexis Ouedraogo. Ce vendredi à la primature, place à la jeunesse. Parlons-nous franchement. Il y a peut-être des choses qu'on fait sans qu'on sache qui vous pénalisent, alors qu'en fait, nous, on le fait de bonne foi. Patrick Kachi partage son déjeuner avec des jeunes issus de divers secteurs. Une approche qui autorise des échanges conviviaux sur des sujets d'intérêt commun. La démarche, elle, séduit. Parfois, nous sommes à des niveaux où nous n'avons pas forcément les bonnes informations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait pour préparer l'avenir pour nous, pour préparer le système pour nous. Alors peut-être on peut se plaindre, on peut ne pas comprendre les choses, mais ce genre de débat sincère, quand nous disons nous avons besoin de ça, nous voyons ces choses dans l'environnement et qu'on nous apporte des éléments de réponse, on nous rassure, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que nous avons déjà fait et voilà ce que nous allons continuer de faire pour vous. Et nous espérons qu'on aura encore des sessions comme ça pour pouvoir échanger avec nos autorités. Je pense que c'est une grande première et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Après son grand oral de la semaine, il a rencontré les jeunesses ivoiriennes et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est vrai que
On n'a pas pu avoir tout le monde, mais je pense que tout le monde était représenté. Nous avons apprécié l'esprit d'ouverture avec lequel il a accepté nos préoccupations, nos allocutions et même nos propositions. Et puis nous sommes fiers qu'il souhaite perpétuer ce cadre. Parler des actions entreprises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes, s'enrichir mutuellement par un discours de franchise, voilà l'essence de ce rendez-vous qui devrait s'ouvrir à bien d'autres secteurs. Et le 15 novembre prochain, on marquera une pause en Côte d'Ivoire pour célébrer la paix. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte justement à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 15 novembre 2021, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et ce vendredi 12 novembre est le dernier jour de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable y prend part. Il multiplie les rencontres en marge de cet événement et il a échangé, vous allez le voir, entre autres, avec les responsables du Fonds pour l'environnement mondial. Ils ont abordé les possibilités de financement de certains projets liés à l'environnement. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Grace Kando, Tchénimbois. Échange entre le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, et le nouveau président directeur général du Fonds pour l'environnement mondial. Nous avons abordé un certain nombre de questions relatives donc à l'intervention du FEM donc dans notre pays, notamment tout ce qui est ville durable. Nous avons évoqué aussi le problème du secteur privé, du financement donc du secteur privé à travers donc des dons qui devraient normalement être orientés vers le secteur privé. Nous avons évoqué aussi la question de la COP 15 qui va être organisée par la Côte d'Ivoire en mai 2022. Nous sommes en phase de reconstitution du fonds en ce moment, ce qui veut dire qu'en juillet prochain, la Côte d'Ivoire recevra une enveloppe nouvelle pour travailler avec le GEF. Nous avons travaillé ensemble sur les villes soutenables, nous avons travaillé ensemble sur le traitement des déchets. Il y a des activités en matière de participation du secteur privé et toutes ces activités vont être renforcées et continuées dans les 4 ans qui viennent sur la base de fonds qui restent encore à lever et auxquels nous travaillons conjointement à attirer l'attention des pays donateurs, dont la Côte d'Ivoire. Après le Fonds pour l'environnement mondial, le ministre Jean-Luc Assis a aussi rencontré la ministre tunisienne de l'Environnement. Ici aussi, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés. Nous avons eu des échanges très pertinents sur nos thématiques respectives en matière environnementale et envisageons d'approfondir une coopération qui avait déjà été entamée et qui devrait se poursuivre pour l'intérêt de nos 2 peuples respectifs dans le cadre de la résilience climatique, mais aussi d'autres thématiques liées à l'environnement telles que la désertification. En matière environnementale, donc la Tunisie qui a avancé, qui adresse des questions. Nous aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, donc nous avons des structures nationales donc, qui sont accréditées donc, en ce qui concerne donc, les fonds verts. Et chez eux, c'est maintenant qu'ils ont commencé donc, à travailler là-dessus. Donc ça, c'est une expérience donc, à partager donc, avec la Tunisie. En retour, il y a aussi d'autres choses qui sont pour lesquelles ils sont très avancés. Nous allons partager donc ces expériences. Nous allons continuer donc ces relations sud-sud pour que nos techniciens puissent nous sortir quelque chose de potable pour que cette relation-là continue. Les ministres de l'Environnement ivoirien et tunisien ont promis multiplier ce type de rencontres afin de renforcer la coopération sud-sud. Et autre événement qui concentre l'actualité, l'Africa Oil Week, ou Semaine africaine du pétrole, a refermé ses portes à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'événement a vu la participation d'une trentaine de ministres du continent africain et du Moyen-Orient et de délégations de haut niveau. À la tête de la délégation ivoirienne, le ministre Thomas Camara, qui promet d'importantes retombées pour l'industrie pétrolière ivoirienne. Le point avec nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Bangbo et Traoré Zakaria. Dépassant les frontières du continent africain et accueilli à Dubaï pour la première fois depuis sa création, l'Africa Oil Week 2021 s'est avéré être une plateforme de discussion intense de prise de décision pour l'avenir du secteur énergétique africain. Ceci à travers une série de discours-programmes de panels de discussion. Qu'ils soient ivoiriens ou africains, il ne fait aucun doute. L'événement a répondu aux attentes des participants.
pas mal de mesures nous ont approchés parce que nous avons une approche très très innovante. Nous avons eu plusieurs contacts sérieux. On nous a invités dans des pays frères de la Côte d'Ivoire. J'avoue que ça dépasse l'entendement de ce côté. Des rencontres comme ça, on ne doit pas les rater parce que nous avons besoin. On en a vraiment besoin pour accélérer la découverte en Afrique. L'Africa Oil Week a été également l'occasion pour le secteur énergétique africain de s'affirmer et de valoriser les compétences locales. En Côte d'Ivoire, on a d'excellentes compétences locales que nous sommes et la présence ici nous permet d'avoir accès à un marché international, de pouvoir faire la promotion du bassin sédimentaire ivoirien de telle sorte que de nombreux investisseurs viennent investir en Côte d'Ivoire et fassent en sorte que nous, les entreprises locales, puissions avoir des marchés plus importants. Une vingtaine de showcases aux vitrines nationales sur l'énergie ont été organisées en vue d'attirer les investissements. Pour le ministre Thomas Kamara, qui a guidé l'offensive ivoirienne, l'Africa Oil Week augure des lendemains meilleurs pour l'industrie pétrolière de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait la promotion de nos blocs pétroliers pour que les sociétés pétrolières internationales emboîtent le pas de la société italienne Eni, qui a ouvert les portes de la Côte d'Ivoire à l'international grâce à cette découverte, et qui fait l'attrait de toutes ces sociétés-là. Nous sommes venus donc les inviter à venir exploiter, à venir explorer notre bassin sédimentaire. Le ministre a également réaffirmé au cours des différents panels et rencontres l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le sens d'un meilleur équilibre entre énergie renouvelable et énergie fossile. Ceci pour assurer l'accès de tous les Ivoiriens à l'électricité. L'année prochaine, l'Africa Oil Week se tiendra dans sa destination d'origine, le Cap, en Afrique du Sud. Et loin de Dubaï, ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports est aussi actif sur le terrain. Il est en visite de travail au port autonome de San Pedro. Amadou Koné est allé évaluer la mise en œuvre des différents projets dans le cadre de la première phase d'extension et de modernisation du deuxième port de notre pays. Et l'objectif est clairement affiché, disposer d'un port autonome capable de traiter des millions de tonnes de marchandises d'ici à 2024. Je vous invite à suivre le reportage de Sam Kona. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait annoncé en 2015, lors de sa visite d'État, sa volonté de procéder à l'extension, à la modernisation et au développement du port autonome de San Pedro. Eh bien, les travaux de la première phase ont démarré depuis quelque temps et vont coûter plus de 700 milliards de francs CFA, grâce à un partenariat privé-public. Le ministre des Transports, Amadou Koné, accompagné du ministre Félix Anoblé, maire de la ville, et du ministre-gouverneur Philippe Légré, est en mission d'évaluation de la mise en œuvre des différents projets. Ce terminal-là, il est quasiment à 81% de taux de réalisation. D'ici la fin de l'année, normalement, nous devrons rentrer en opération commerciale. Pour les autres projets, toutes les conventions ont été signées. Nous sommes en train simplement, avec l'État de Côte d'Ivoire, notamment la dette publique, de finaliser la convention de financement. À partir de là, tout devrait pouvoir être lancé de façon effective. Le ministre des Transports, Amadou Koné, se dit satisfait du taux d'exécution des travaux. Et je suis venu faire une évaluation de la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets. Je voudrais, au nom du Premier ministre, féliciter le directeur général et tout le personnel. Remercier tous les partenaires qui, malgré le contexte économique mondial que nous connaissons, continuent de faire confiance à la Côte d'Ivoire et qui font un travail remarquable. Je repars satisfait. Si tout se passe bien, d'ici 3 ans, nous devrons pouvoir disposer d'un port autonome de San Pedro qui verra ses capacités opérationnelles multipliées par 10. Quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Il y a quelques difficultés liées au financement d'un certain nombre d'aspects. Il y a également quelques difficultés liées à des incompréhensions en ce qui concerne donc des questions foncières. Et le Premier ministre m'a demandé de venir ici pour regarder avec Monsieur le ministre, le maire de San Pedro, Monsieur le ministre gouverneur, comment est-ce que nous pouvons travailler pour que les projets se réalisent sans délai.
Avec la réalisation des projets de la première phase, le port autonome de San Pedro traitera 30 millions de tonnes de marchandises par an. Et voilà donc qui est clair concernant les projets d'extension du port autonome de San Pedro. Que se passe-t-il à NCA Bank? Depuis plusieurs jours, des informations circulent sur les médias sociaux et même dans la presse. La banque traverserait en ce moment une crise si sérieuse qu'elle aurait même cédé ses actifs immobiliers. Qu'en est-il au juste? Nous avons posé la question à la haute direction de NCA Bank. Nous écoutons. NCA Bank Côte d'Ivoire traverse-t-elle une zone de turbulence au point de céder ses biens immobiliers, comme rapporté par certains médias locaux? Il n'en est rien, a rassuré son directeur général qui, d'entrée de jeu, a expliqué les raisons de la vente du siège 6 à Abidjan Plateau. Nous sommes propriétaires du siège social que nous occupons au Plateau. Depuis 2012, nous avons engagé un vaste programme de développement du réseau. Ce développement s'est accompagné d'un quasi-doublement des effectifs de la banque. Si je vous dis que les effectifs ont doublé, il n'y a pas besoin d'expliquer davantage pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'étroit dans les locaux que nous occupons au Plateau. Le conseil d'administration a pris conscience de cette situation et a autorisé NCA Bank Côte d'Ivoire à entamer les travaux de construction d'un nouveau siège dans la commune de Cocody, et ce depuis 2019. Ces travaux devraient aboutir à la livraison au cours du second semestre 2022. Ainsi, conserver l'ancien siège social après le transfert du staff obligerait la banque à s'investir dans une activité de gestion locative qui est tout sauf son cœur de métier. Toute chose qui explique la cession de certains actifs immobiliers récupérés au cours de celle-ci pour non-remboursement de créances. Notre établissement a une activité de recouvrement qui consiste à aller rechercher ce qui nous est dû par un certain nombre de débiteurs défaillants. Quand nous devenons propriétaires de ces biens qui ne sont pas liés à notre exploitation directe, nous avons l'obligation de les remettre en vente dans un certain délai. C'est ce que prévoit la réglementation. Et nous ne le faisons pas en cachette puisque nous procédons régulièrement à des publications dans la presse qui comportent des avis de mise en vente. À la mi-juillet 2021, une demi-douzaine de biens immobiliers ont été proposés à la vente. Des terrains nus ou bâtis à Abidjan et à l'intérieur du pays. S'agissant des prétendus prêts qu'aurait contracté l'institution bancaire, là encore, l'Alliance IAC s'est inscrit en faux. À la base, la publication d'origine ne parlait pas d'endettement de NCA Bank Côte d'Ivoire. C'est normal, elle ne pouvait pas le faire puisque le prêt qu'elle évoque n'a pas été accordé à NCA Bank Côte d'Ivoire, mais à une société liée au groupe NCA qui est détenue par le président Jean Kakou Diagou. Cette société emprunteuse n'a pas de lien direct avec nous. C'est donc une opération à laquelle nous sommes totalement étrangères. Il n'y a donc pas péril en la demeure, a insisté le top manager de la banque qui a invité les clients à continuer de faire confiance à son institution. On a appris ces nouvelles sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense que je ne vois aucune anomalie. Donc je pense que nous sommes bien servis à NCA. Les dernières performances semestrielles de la banque sont satisfaisantes. Une progression de plus de 250% avec un résultat bénéficiaire de plus de 10 milliards de francs CFA. Des éléments qui attestent de la bonne santé de l'institution qui affiche au passage des indicateurs tous au vert. Reportage réalisé pour vous par Cheikh Koné et Gamasso. La commémoration du 103e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre 1914-1918 qui met fin au combat de la Première Guerre mondiale a eu lieu partout dans le monde. Et ici en Côte d'Ivoire, elle a été marquée par une cérémonie en la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur et une pose de gerbes de fleurs dans la commune du Plateau. Abou Sanogo. Commémorer chaque année l'armistice de 1918, c'est d'abord et toujours se souvenir de la fin d'un conflit qui, on ne le répétera jamais assez, fut le plus meurtrier jamais connu. L'armistice du 11 novembre 1918 met fin au combat en France et en Belgique. Il est signé entre l'Allemagne, le pays vaincu, et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les pays vainqueurs appelés les Alliés. L'événement est aujourd'hui à sa 103e commémoration. Monument aux morts à Abidjan Plateau. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birima Ouattara et de l'ambassadeur de la République de France près la Côte d'Ivoire, l'on s'est souvenu.
La Côte d'Ivoire, notre pays, bien que très peu peuplé, enregistrera 22 944 recrues. 18 790 seront mobilisés, 3 467 y seront tués, 763 seront portés disparus. L'ambassadeur de la République de France près la Côte d'Ivoire a quant à lui exprimé sa fierté au nom de la France tout en ressassant les liens forts qui unissent la Côte d'Ivoire et la France à ces braves hommes qui ont combattu à leur côté. Si on est là aujourd'hui, si on est libre, c'est grâce à vous, grâce à votre sacrifice. Le ministre d'État, ministre de la Défense Tené Birima Ouattara, a exprimé sa reconnaissance aux anciens combattants qui ont lutté pour la liberté de la Côte d'Ivoire et à la France qui continue de lui apporter son soutien. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour aller outre-mer, aller défendre la liberté. La France qui est reconnaissante a pris sur elle de faire en sorte que ces personnes ne soient pas tuées. Je peux vous assurer, chers aînés, que vous ne serez jamais oubliés. Notons que cette commémoration a lieu tous les 11 novembre en souvenir des combattants tombés lors de la Première Guerre mondiale. Divo est au travail. La commune de Divo, avec son maire, le ministre Amédée Kofi Kwaku, a procédé à la validation de son budget primitif pour l'année 2022. C'était au cours d'un conseil municipal qui s'est tenu aujourd'hui. Et ce budget adopté enregistre une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Le reportage est signé Éric Goré depuis Divo. À Divo, le conseil municipal est retransmis en direct de la radio locale et ouvert à la presse pour plus de transparence. Ici, c'est la tradition. Dans la salle de réunion de la mairie, les conseillers municipaux sont réunis, avec à leur tête Amédée Kwaku, député maire de la commune, en présence du préfet de région, avec des têtes couronnées. En ligne de mire, l'adoption du budget primitif de l'année 2022. Un budget qui s'élève en recettes et en dépenses à la somme d'1,2 milliard de francs CFA. Ce budget est en hausse de 15,02% par rapport à celui de l'année dernière. La priorité de ce conseil municipal est dévoilée. Ce budget va nous permettre donc de mener des actions en faveur donc de nos populations, c'est-à-dire dans le domaine de la salubrité, dans le domaine sanitaire, donc au niveau des centres de santé, au niveau des écoles. Récemment, vous avez vu le nombre de classes que nous avons donc inaugurées. Aujourd'hui, dans la ville, nous sommes arrivés à environ 60 élèves par classe, entre 50 et 60 élèves par classe. C'est une très bonne évolution. Avant, on était à plus de 100, 120 élèves par classe, mais aujourd'hui, dans les écoles primaires, nous sommes vraiment à un niveau qui est acceptable. Le budget de fonctionnement est de 789 238 000. Quant au budget d'investissement, il est de 412 762 000. Pour terminer cette rencontre, le député maire a demandé à tous ses conseillers municipaux de sensibiliser les populations à participer massivement à l'opération de recensement en cours. Ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens ou de non-Ivoiriens. Non, ce n'est pas ça. Il faudrait que nous, ici à Divo, on puisse savoir exactement le nombre de personnes qui vivent dans la ville de Divo. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir donc programmer les infrastructures. C'est-à-dire construire des écoles, des centres de santé, envoyer de l'électricité. Un village ou un campement où on a 16 000 ou 20 000 habitants, c'est normal qu'on puisse leur apporter donc toutes les infrastructures de base. Mais cela ne peut se savoir que si on participe donc au recensement général de la population. Ce conseil municipal a vu la participation des leaders politiques de plusieurs partis d'opposition de la commune de Divo. À l'étranger, les États-Unis s'inquiètent d'un risque d'implosion en Éthiopie qui entraînerait des troubles dévastateurs pour la région si le gouvernement et les rebelles ne menaient pas de pourparlers. Washington a par ailleurs annoncé des sanctions contre l'armée et le pouvoir éthiopien. Ces derniers jours, plusieurs pays, dont l'Arabie saoudite et la Norvège, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. Le gouvernement fédéral éthiopien, dirigé par le prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, est en guerre depuis 1 an maintenant contre le Front de libération du peuple du Tigré dans le nord du pays.
Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été réalisé par Hervé Coeur, supervisé par Hervé Blé. Merci à toute l'équipe technique là-haut, surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir. Demain 20h, n'oubliez pas de prendre soin de vous.